Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui me donne littéralement la chair de poule. On va parler de frontières. Pas de frontières géographiques, mais de la frontière biologique ultime, celle qui sépare l'humain de l'animal. Thomas, tu es prêt à nous emmener dans le laboratoire du futur ? Toujours prêt, Sarah. Mais attention, quand tu dis futur, c'est un peu trompeur. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est déjà le présent. C'est une réalité qui se joue en ce moment même dans des incubateurs au Japon, en Chine et aux États-Unis. C'est ça qui est effrayant. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien l'enjeu, je voudrais qu'on commence par une image. Je veux que vous fermiez les yeux un instant. Imaginez une ferme immense, aseptisée, ultra moderne. Il y a des rangées de cochons. Mais ce ne sont pas des cochons destinés à finir en jambon ou en saucisson. Non, ces animaux sont des incubateurs vivants. À l'intérieur d'eux, ce sont des organes humains qui grandissent. Votre futur rein, votre futur cœur, peut-être même votre futur foie, en train de battre ou de filtrer le sang à l'intérieur d'un animal. Thomas, est-ce que je suis dans la science-fiction ou est-ce que j'exagère ? Tu n'exagères pas du tout. C'est exactement le modèle économique et scientifique que visent des entreprises comme eGenesis ou des chercheurs comme Hiromitsu Nakauchi. On appelle ça l'organogénèse interespèce. L'idée est brutale mais pragmatique. On transforme l'animal, souvent le porc parce qu'il a des organes de taille similaire aux nôtres, en une usine à pièces détachées. C'est cru dit comme ça, mais c'est la réalité technique. Une usine à pièces détachées. Le terme est violent. Mais pourquoi aller jusque-là ? On a le don d'organes, on a la dialyse. Pourquoi on a besoin de créer ces hybrides, ces chimères ? C'est une question de mathématiques macabres, Sarah. Regarde les chiffres. Rien qu'en France ou aux États-Unis, des milliers de personnes meurent chaque année en attendant un greffon. La liste d'attente est terminable. La dialyse, c'est de la survie, ce n'est pas une vie. La pénurie d'organes, c'est le goulot d'étranglement de la médecine moderne. Alors la science s'est dit, si on ne peut pas trouver assez d'organes humains, fabriquons-les. Et le meilleur bioréacteur qui existe, ce n'est pas une machine, c'est un organisme vivant. D'accord, je comprends l'urgence vitale. Mais comment on fait ça concrètement ? On ne va pas juste coller un bout d'humain sur un cochon avec du scotch ? Explique-nous la magie, ou devrais-je dire la sorcellerie, derrière ça. C'est là que ça devient fascinant et techniquement vertigineux. On utilise une technique qui s'appelle la complémentation de blastocystes. Je vais simplifier. Imagine que tu as un embryon de porc, tout juste fécondé, quelques jours à peine. Avec des ciseaux génétiques comme CRISPR-Cas9, on va aller dans son ADN et on va supprimer le gène responsable de la fabrication, disons, du pancréas. Donc, on crée un embryon de cochon qui ne peut pas développer de pancréas. Exactement. Si on le laisse grandir tel quel, il ne survivra pas. Il a un trou dans son programme biologique. C'est là qu'on intervient. On injecte dans cet embryon porcin des cellules souches humaines, des cellules pluripotentes capables de devenir n'importe quoi. L'embryon de cochon, qui est programmé pour survivre, va utiliser ces cellules humaines pour combler le vide. Il va construire son pancréas manquant avec les briques qu'on lui a données, c'est-à-dire les cellules humaines. Attends. Ça veut dire que le cochon naît, il grandit, il ressemble à un cochon, il grogne comme un cochon, mais à l'intérieur, son pancréas est 100% humain. C'est l'objectif théorique, oui. Un organe humain, fonctionnel, jeune, et surtout, si on a utilisé les cellules souches du patient lui-même, un organe parfaitement compatible. Pas de rejet. Le Saint Graal. C'est incroyable. Mais tu as dit théorique. J'imagine qu'il y a des obstacles. On a tous entendu parler de David Bennett, cet homme qui a reçu un cœur de porc en 2022. Ce n'était pas exactement la même technique, si ? C'est une excellente nuance, Sarah. Le cas de David Bennett, c'est de la xénotransplantation pure. Là, on n'a pas fait pousser un cœur humain dans le porc. On a pris un cœur de porc qu'on a génétiquement modifié pour qu'il ressemble à du humain aux yeux du système immunitaire. Ils ont dû faire 10 modifications génétiques majeures sur le cochon. Ils ont retiré des sucres à la surface des cellules porcines qui provoquent des rejets immédiats et ils ont ajouté des gènes humains pour calmer l'inflammation. Et pourtant, David Bennett est mort 2 mois plus tard. Pourquoi ? Ça a raté ? C'est là que l'histoire vire au thriller biologique. L'autopsie a révélé quelque chose d'inattendu. Le cœur du porc était infecté par un virus porcin, le cytomégalovirus porcin, un virus qui était dormant, caché. C'est le grand risque des xénogreffes, les zoonoses. Les animaux portent en eux des virus, des rétrovirus endogènes qui sont inoffensifs pour eux, mais qui, une fois dans un corps humain immunodéprimé, peuvent se réveiller et faire des ravages. C'est la peur numéro 1, introduire une nouvelle épidémie dans l'espèce humaine en voulant sauver une seule vie. C'est terrifiant. On parle de sauver des vies, mais on risque de créer le prochain VIH ou le prochain Covid en brisant la barrière des espèces. Mais revenons à nos chimères, ces organes humains cultivés dans l'animal. Là, le risque viral est le même, non ? Oui, le risque sanitaire est similaire, mais avec les chimères, il y a un autre risque,
Un risque éthique, philosophique, qui me semble encore plus lourd. C'est ce que j'appelle le problème de la migration cellulaire. La migration cellulaire. Ça sonne comme un terme technique un peu ennuyeux, mais vu ton ton, je sens que ça ne l'est pas du tout. Pas du tout. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. On injecte des cellules souches humaines dans un embryon de porc très précoce. On espère que ces cellules vont aller sagement former le rein ou le pancréas. Mais la biologie, c'est le chaos. On ne contrôle pas tout. Qu'est-ce qui empêche une cellule souche humaine de se dire « Tiens, je ne vais pas aller dans le rein, je vais aller dans la ligne germinale ». La lignée germinale. Tu veux dire les organes reproducteurs? Exactement. Imagine un instant, un verra, un cochon mâle, qui produit du sperme contenant de l'ADN humain, ou une truie avec des ovules humains. Si ces deux-là se reproduisent, bon, techniquement c'est peu probable que ça donne un bébé humain, mais l'idée même que des gamètes humains se baladent dans des animaux de ferme est une ligne rouge absolue pour beaucoup de bioéthiciens. C'est monstrueux, mais il y a pire, non? J'ai lu des articles sur le cerveau. C'est ça qui m'a empêché de dormir quand j'ai préparé l'émission. Oui, c'est le scénario cauchemar, la neurochimère. Si les cellules humaines migrent vers le cerveau de l'embryon de cochon en développement, on sait que les neurones humains sont plus performants, plus plastiques que ceux des animaux. Que se passe-t-il si 10, 20 ou 30% du cerveau du cochon est constitué de neurones humains? Arrête Thomas, tu es en train de me dire qu'on pourrait avoir un cochon dans une cage qui a une forme de conscience humaine, qui se rend compte de sa condition? Je pense, donc je suis, un cochon. On ne peut pas l'exclure totalement. C'est la grande zone grise. Il y a eu des expériences, arrêtées très tôt, où on a vu des cellules humaines coloniser le système nerveux d'embryons animaux. Évidemment, on ne sait pas ce que ça donnerait sur un animal adulte, car les protocoles éthiques actuels obligent souvent à détruire les chimères avant la naissance, justement pour éviter de voir naître une conscience hybride. Mais la question demeure, à quel moment l'animal devient-il trop humain? Si le cochon a des capacités cognitives augmentées, est-ce qu'on a encore le droit de le tuer pour prendre son rein? C'est vertigineux. On touche à la définition même de l'humanité. Si l'humanité n'est plus contenue dans un corps humain, mais dispersée dans d'autres espèces, toutes nos règles morales s'effondrent. Mais alors Thomas, avec tous ces risques, les virus, la conscience emprisonnée, l'éthique, pourquoi on continue? Pourquoi la Chine et le Japon ont levé les interdictions de mener ces grossesses à terme? Parce que la souffrance est là, Sarah. Elle est immédiate. Va dans un service de néphrologie. Regarde les gens branchés à des machines 3 fois par semaine, qui voient leur corps décline, qui attendent un coup de fil qui ne viendra jamais. Pour un parent dont l'enfant a besoin d'un cœur, l'idée que ce cœur ait grandi dans sa cochon n'est pas de l'horreur. C'est un miracle, c'est de l'espoir pur. La bioéthique, c'est un luxe de gens en bonne santé. Quand tu es mourant, le dégoût instinctif disparaît très vite face à l'envie de vivre. C'est un argument massu. C'est le conflit éternel entre la pureté morale et la nécessité médicale. Mais j'ai l'impression qu'on ouvre une boîte de Pandore qu'on ne pourra jamais refermer. Une fois que la technique sera au point, est-ce qu'on s'arrêtera aux organes? Probablement pas. Si on maîtrise la chimère, on peut imaginer tester des médicaments sur des organes humains in vivo dans des animaux, ce qui serait bien plus efficace que nos tests actuels. On pourrait étudier des maladies psychiatriques humaines dans des cerveaux animaux humanisés. Les applications sont infinies. Le marché potentiel se chiffre en milliards. Et là où il y a un marché et une désespérée demande, la science trouve toujours un chemin, éthique ou non. C'est une vision très cynique, mais sans doute réaliste. On est donc à l'aube d'une ère où l'animal ne sera plus seulement un compagnon ou une source de nourriture, mais une extension de notre propre corps, une sorte de disque dur externe biologique pour nos organes défaillants. C'est une belle métaphore, un backup biologique. Mais n'oublions pas une chose, Sarah. La nature a mis des millions d'années à ériger des barrières entre les espèces. Les virus, les rejets immunitaires, ce sont des murs de protection. En voulant les abattre, on joue aux apprentis sorciers. On a peut-être trouvé la solution à la pénurie d'organes, mais on a peut-être aussi créé le problème philosophique le plus complexe de l'histoire de l'humanité. C'est terrifiant. On n'a même pas parlé du bien-être animal dans tout ça. Ces cochons surmodifiés, confinés dans des laboratoires stériles, nés pour être sacrifiés, c'est une industrialisation du vivant poussée à son paroxysme. Oui, l'animal devient un objet technologique. Il n'a plus de finalité propre. Sa seule raison d'être est de servir de réceptacle. C'est une forme de vampirisme scientifique, si tu veux mon avis. On se nourrit de leur vitalité pour prolonger la nôtre. Vampirisme scientifique. Je crois que je ne verrai plus jamais une tirelire en forme de cochon de la même manière. Merci Thomas pour cet éclairage, aussi brillant que terrifiant. On retiendra que la science avance, comme toujours, plus vite que la morale. Toujours. Et c'est à nous, la société, de courir derrière pour poser les garde-fous avant qu'il ne soit trop tard. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode ne vous a pas coupé l'appétit, ou du moins qu'il vous a donné matière à réfléchir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous et de vos organes. Salut tout le monde.